Coaching. Bonjour à tous et bienvenue dans Cheminement. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour un format très spécial puisqu'on a décidé avec une autre podcasteuse de fusionner nos podcasts le temps d'un épisode pour vous proposer une conversation qui croise deux de nos sujets de prédilection, l'alimentation et la santé. Et pour cette expérience, je suis ravie d'accueillir Juliette, la créatrice du podcast Reset ton assiette. Salut Juliette. Salut Marguerite. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Très bien. Alors, ce qu'on vous propose ensemble, c'est une conversation sur le corps, sur nos corps. Quels sont les liens entre notre image corporelle et notre santé mentale ? Comment la pression autour d'un soi-disant idéal féminin influence-t-elle nos comportements et nous encourage à adopter des régimes ? Mais surtout, comment aller mieux par rapport à ça ? Dans une première partie, on va explorer le monde des troubles du comportement alimentaire, aussi appelé TCA, avec Juliette. Elle va nous faire part tu vas nous faire part de ton expérience et de tes connaissances approfondies sur ce sujet complexe et souvent mal compris, qui tient, je pense que tu seras d'accord avec moi, un rôle souvent important dans le monde de la santé des femmes. Vraiment. Et ensuite, dans la deuxième partie qui se tiendra sur ton podcast, on abordera l'image du corps et son impact sur notre bien-être et notre perception de nous-mêmes. Ça va être une exploration profonde et significative de sujets qui touchent de nombreuses vies et souvent en silence. Alors Juliette, merci d'être là pour partager ton expertise et tes perspectives. Et bienvenue dans Cheminement. Merci beaucoup Marguerite de me recevoir. Alors, Juliette, toi, tu as créé donc un podcast, Reset ton assiette, mais avant ça, tu as créé The Last Quiche. Oui. Alors, j'ai juste envie de m'attarder sur ce nom, The Last Quiche. Vous avez bien entendu, en fait, c'est toi qui dis « je vais être la dernière des quiches ». Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Ouais, en fait, The Last Quiche, c'est vraiment pour arrêter d'être prise pour des quiches par la cure des régimes. Et donc, il y a de la frustration derrière, on le sent dans le nom. C'est très Oui, bien. Oui. C'est un nom hyper bien choisi, en fait. Ouais, en plus, tu vois, je voulais vraiment faire quelque chose qui prend encore tout ce qui est alimentation, tu sais, enfin nourriture, tu vois, The Last Quiche. Au moins, ça fait une allusion à mon domaine en fait de prédilection, on va dire, le rapport à l'alimentation. Et en même temps, c'est humoristique. Et en même temps, voilà, ça fait un petit jeu de mots qui est toujours très très drôle. Enfin, quand je le dis, à chaque fois, tout le monde me dit ah mais c'est trop bien, The Last Quiche. Et donc, je suis contente que mon message passe aussi par rapport à ça, quoi. On imagine très vite le mantra, genre arrêtez de nous prendre pour des quiches, ça suffit, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu mon motto, tu vois, genre si t'es une rappeuse, tu vois, je sais pas. Donc ouais, non, c'est vraiment c'est ma devise aussi maintenant en fait. Elle est hyper intéressante, cette frustration, et elle a été notamment alimentée par la culture des régimes. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, on va revenir sur la création, parce que c'est vraisemblablement, c'est vraiment ton projet et c'est tout ce que tu portes. Mais juste sur ce moment décisif où tu t'es dit « j'en peux plus et je vais créer d'abord un compte Instagram ». Ouais, bah, tu vois, tu parlais de frustration tout à l'heure et c'est tout à fait ça en fait, de la quiche. C'est vraiment le point culminant de toute une frustration de plusieurs années où justement j'étais beaucoup dans l'alimentation intuitive, j'en parlais après, et je voyais aussi la culture des régimes qui faisait toujours des ravages et il y avait très peu de comptes qui parlaient de tout ça en fait, même quasi pas. Ça, c'était il y a combien de temps ? Ça fait déjà alors j'ai créé mon compte, c'était en 2020. Mais tout mon cheminement s'est fait depuis 2015, quelque chose comme ça, enfin même avant. Ouais. Donc c'est vrai qu'on s'en souvient plus, mais il y avait rien à ces sujets-là. Sur ces sujets-là. C'est ça. En fait, tu vois, même moi, quand je me suis renseignée, je trouvais des sources, mais encore très très rares en fait. Hein. Et donc moi, The Last Quiche, je me suis dit, en fait, j'ai envie de créer un compte Instagram, parce que comme j'étais sur Instagram, je passais des heures en sous-marin à voir des comptes, etc., voir aussi des comptes culture des régimes, tu vois, pro diet culture. Et donc je me suis dit, punaise, je vais en créer, en fait, j'en ai marre d'avoir plein d'idées et de pas pouvoir les partager. Et du coup, c'est là où est né The Last Quiche. Donc c'était un matin. J'ai sorti des notes de mon téléphone où j'avais mis des noms de comptes, dont The Last Quiche, justement. Et donc, du jour au lendemain, je me suis dit, allez, c'est bon, je le crée. Et donc, c'était en octobre 2020. Et alors, de ton expérience, et j'imagine que c'est là aussi qu'est née la frustration, quel est l'impact sur cette culture des régimes dont on entend parler depuis qu'on est petite, c'est cet impact de la culture du régime sur les gens, sur le corps, sur l'alimentation, qu'est-ce qu'elle fait en fait, cette culture ?
Alors en fait, la culture des régimes, déjà je vais peut-être définir ce que c'est, histoire qu'on comprenne un peu plus. Donc la culture des régimes, c'est un système de croyances qui promeut la minceur comme idéal et comme vertu, et donc aussi qui promeut tout ce qui est contrôle de l'alimentation, contrôle du corps, histoire de coller à toutes ces normes de minceur. Et si on ne correspond pas à cette norme, eh bien on est discriminé, on est rejeté, c'est ce qu'on appelle la grossophobie. En fait, la culture des régimes et la grossophobie, ce sont deux choses, deux concepts qui sont main dans la main en fait, vraiment. Et donc la culture des régimes, ça a beaucoup d'impact, puisqu'au final, déjà cet idéal de minceur, ça fait en sorte qu'on ne s'accepte pas comme on est en fait, si on ne correspond pas. On a toujours ces messages en fait que mince est égal mieux, donc c'est très difficile de avoir un corps différent et de apprécier son corps, ou du moins de l'accepter comme il est en fait déjà. Ensuite, ça nous amène à faire beaucoup de choses par rapport à notre alimentation, puisque la culture des régimes nous explique bien que si on contrôle notre alimentation, on peut peut-être arriver à cet idéal, à ce Graal. Donc on se dit, ok, je vais en faire des régimes, du coup je vais contrôler mon alimentation. Et donc ça, le contrôle de l'alimentation n'est pas anodin, puisque ça a beaucoup de conséquences sur notre santé physique, sur notre santé mentale, et tout ça en fait vient de la culture des régimes qui gangrène un peu notre vie, notre mode de pensée. Et donc c'est très difficile de s'en détacher quand on s'en rend pas compte, et quand on est dans les régimes, dans les restrictions, dans le sport à outrance pour contrôler son corps, etc. quoi. Non, mais je marque un temps de pause parce que ça me rappelle énormément de choses par rapport à moi. Ouais. Tu as observé du coup à cette époque un déséquilibre sur les contenus. Il y avait beaucoup d'un côté de comptes qui faisaient la promotion justement du sport à outrance, des régimes, etc. Et finalement peu qui en critiquaient. Pourquoi tu penses que c'est important d'avoir plus de points de vue comme le tien, que de voix comme la tienne? Et c'est vrai qu'il y en a eu depuis, heureusement, plus. Déjà, je trouve que c'est très important, puisque c'est vraiment un domaine, c'est un enjeu de santé publique en fait au final. Tout ce qui est, de toute manière, toi avec ton podcast, je pense que tu le vois aussi, la santé des femmes, voilà, c'est un peu malmené, c'est pas vraiment pris en compte, et tout ce qui est l'impact des régimes et des restrictions sur nos corps et notre santé, notre vie, eh bien c'est très minimisé, ou bien on dit ah non mais c'est que des régimes stricts, etc., qui ont vraiment un impact sur nous, alors qu'au final on se rend compte que quand on sait toutes les études liées à la restriction cognitive, notamment c'est la restriction dans nos pensées, etc., qui ne sont pas forcément qui n'est pas des régimes stricts en fait, c'est vraiment des messages qu'on internalise, sur des messages type voilà, si on mange quelque chose, on doit culpabiliser d'une certaine manière, si on mange quelque chose de pas sain, ou ce genre de choses. Est-ce qu'on peut décrire un petit peu plus en détail ce qui pourrait se passer si par exemple on prend le cas d'une, on va dire 6 mois, depuis toute petite, on me dit que je suis trop grosse, et du coup je me dis qu'il faut pas que je mange que des trucs qui font grossir. Qu'est-ce qui peut se passer en fait dans la femme que je deviens par exemple? Il y aurait beaucoup d'impact en fait, puisque déjà toi, si on te dit ça tout le temps, ça t'es conditionné en fait à croire que décidément ton corps actuel n'est pas le bon. Donc tu vas probablement mettre des choses en place pour maigrir, et donc ça va beaucoup impacter aussi ton estime de toi, parce que du coup tu vas te dire ok, voilà, on m'accepte pas comme je suis, et je ne suis pas bonne comme je suis naturellement, et donc ça, mine de rien, c'est quand même difficile, même quand on grandit en fait, hein. Et moi par exemple, dans ma communauté, j'ai beaucoup de femmes, même dans mes clientes, qui ont vécu ça en fait, cette grosse phobie dès le plus jeune âge. Et donc, eh bien, ça a changé toute leur vie, en fait, d'avoir ce prisme grossophobe, parce que déjà, par rapport à leur corps, ensuite, elles ont fait des régimes. Donc, voilà. Donc, peut-être, toi, tu aurais fait peut-être des régimes, ou peut-être ta famille t'aurait mise au régime, ou t'aurais dit, ah non, Marguerite, ne te resserre pas, parce que voilà, tu sais, ton problème, etc. Et donc, ça, mine de rien, ça te coupe des autres, ça te coupe aussi de tes sensations alimentaires, puisque voilà, plus on se restreint, plus on met des règles extérieures sur notre alimentation, moins on est à même de écouter notre corps, de percevoir aussi les signaux. En fait, c'est vraiment c'est comme un obstacle en fait, voilà. Et donc à terme, déconnexion donc des signaux de faim, de rassasiement, peut avoir obsession par rapport à son corps en fait, la dysmorphophobie par exemple, c'est-à-dire que dès que tu vas te voir dans le miroir, tu vas voir que ça en fait, que tu vas voir que t'es grosse, que tu dois maigrir, etc. Donc ça, c'est très compliqué aussi. Tu vas peut-être exagérer aussi tout ça, tous les défauts que tu vois par rapport à ton image corporelle. Ensuite, si on revient à l'alimentation, donc toute cette déconnexion fait que tu as du mal en fait à manger, déjà pour te satisfaire toi, tu vas tendance à te sous-alimenter et avoir peut-être des compulsions, donc des moments où tu vas beaucoup manger, ce genre de choses. Pas de carbo à 16 heures. Et puis voilà, ça peut très vite en fait dégénérer, et ça je trouve qu'on n'en parle pas assez en fait.
on montre beaucoup que voilà, faire un régime ou mettre en place des restrictions, ça peut s'arrêter, que c'est pas si anodin que ça, que si on fait ça sur un court terme, bon voilà, c'est pas si gênant que ça, etc. C'est hyper normalisé, banalisé. C'est pour ça aussi que j'ai créé tout ça en fait. Je me suis dit mais c'est dingue que c'est banalisé et qu'il y a plein de femmes qui souffrent en silence, qui vivent des compulsions alimentaires, qui vivent le cercle vicieux des régimes, on appelle ça en fait, de toujours voilà se restreindre, remanger beaucoup parce qu'on s'est restreint, hop, se sentir mal, se remettre au régime. Donc c'est un cercle, vraiment un cercle vicieux. Et ça, voilà, on n'en parle pas assez. Et donc il y a beaucoup de femmes qui souffrent en silence et qui se taisent en fait par rapport à tout ça. Alors moi, j'avais entendu quelque chose, tu vas peut-être pouvoir me dire si c'est vrai ou pas, mais toujours pour continuer sur les régimes, ça sert à rien. Ouais. Qu'en fait, le corps, il va toujours essayer de se nourrir et du coup, s'il comprend que tu essayes de lui enlever certains aliments, si par exemple tu dis ok, ben je vais manger que des carottes parce que les carottes c'est bon pour la santé, ça fait pas grossir, il va quand même réussir à prendre du poids avec les carottes. C'est vrai ça? Bah en fait, c'est vrai que si tu as des aliments interdits, tu vois, si tu te dis ok, bah en fait, voilà, les gâteaux j'en mange plus, les produits sucrés j'en mange plus, etc. Il y aura toujours un effet boomerang, on appelle ça. Tu sais, un effet, c'est comme un pendule, tu vois, tu le tires dans une direction, il va dans un autre, il va dans une autre direction. Et donc c'est tout à fait ce qu'on peut observer niveau comportement alimentaire, c'est que si on se restreint de choses, de certains aliments ou en général même, eh bien après plus on va en remanger beaucoup. Et comme tu disais par rapport au fait que le corps prend stock, etc. Bah c'est vrai que si tu restreins ton corps, donc déjà il va être obsédé par les aliments, notamment les aliments que tu t'interdis aussi. Et en plus de ça, il va avoir, bah tu vois en fait, disons qu'on a tous un poids de forme génétiquement programmé et quand on se restreint, on essaie de descendre en dessous. Et ça, c'est une lutte pour le corps parce que lui, il veut pas. Lui, il croit que c'est une famine en fait que tu es en train de vivre. Il te dit mais punaise, il y a pas assez de bouffe ici, c'est horrible. Du coup, il met il met les signaux d'alarme un peu partout et qu'on voit pas forcément, voilà. Et il y a aussi ce côté-là de stocker plus en fait parce que il va abaisser le métabolisme ton corps. Il va se dire ok, bah décidément, il n'y a pas assez d'énergie dans ce coin-là, donc hop, on abaisse, on se met un peu plus en veille. Donc déjà ton métabolisme de base il peut s'abaisser et faire en sorte que oui, tu vas prendre du poids très rapidement, très facilement après coup, puisque bah une fois que la famine elle passe ou une fois que tu vas redonner peut-être un peu plus à manger, ce genre de choses, le corps va se dire mais je fais des stocks quoi, c'est pas possible. Donc voilà. Comment tu définirais l'alimentation intuitive, qui est du coup ta super solution c'est devenu un peu une philosophie de vie et c'est ça que tu travailles avec tes patients, tes clients? Ouais, c'est ça. Bah en fait, oui, après il peut avoir plusieurs outils, je pense, pour apaiser son rapport à l'alimentation et au corps, mais je trouve que l'alimentation intuitive, pour le coup, c'est une thérapie donc qui est très complète par rapport à ça. Qui a été fondée donc par deux diététiciennes américaines, donc Evelyn Tribole et Elise Reich, en 1995, parce qu'elles se sont aperçues justement tout ce qu'on vient de dire en fait, que leurs patientes avant, voilà, elles leur prescrivaient des régimes et ces patientes revenaient en disant oh là là mais c'est pas possible, je mange tout, je reprends du poids, je suis obsédée, etc. Donc elles voyaient qu'il y avait un truc qui clochait dans l'approche qu'on a des régimes, dans l'approche un peu amaigrissante, je dirais, même de la diététique qu'on peut avoir aussi en France d'une certaine façon. Et donc elles ont développé en fait l'alimentation intuitive et qui est vraiment un process thérapeutique puisque le but c'est de faire la paix avec son corps et son alimentation. Et ça implique beaucoup de choses, il y a 10 principes et en gros ça permet de se reconnecter à son corps, d'écouter ses signaux, Alors ça m'intrigue ce que tu dis sur les signaux, ça peut être quoi comme signal par exemple? Alors moi quand je dis signaux corporels c'est tout ce qui est faim, satiété, rassasiement. Tu vois, ça c'est les plus courants au niveau comportement alimentaire. Envie, ça marche aussi. Ouais, exactement. Envie de manger, tout à fait. Même envie émotionnelle, en fait, de les voir, de pas forcément les diaboliser, mais de comprendre, en fait, si éventuellement on a beaucoup d'envie de manger émotionnelle et qu'on nous faut souffrir et qu'on est dans un cercle. Dans ce cas-là, c'est à creuser, mais c'est des choses qu'on voit aussi en alimentation intuitive, en fait, les émotions, etc. C'est hyper complet puisque, donc, comme ça permet de se réconcilier à son corps et à son alimentation, il y a aussi tout ce qui est le mouvement bienveillant, la nutrition aussi qui est pas oubliée. Mais le but, c'est vraiment de prendre enfin soin de soi, sans les injonctions de la cure des régimes, en reprenant notre autonomie aussi, en fait, par rapport à notre corps. Parce que ça, mine de rien, la culture des régimes, elle nous enlève cette autonomie-là. Puisqu'elle nous dit, bah non, mais il faut que tu mettes telle règle extérieure, tu vois, il faut que ah bah non, tu peux pas manger autant, si tu manges ça, il faut que tu manges ça, etc., etc. Il y a beaucoup de règles, en fait, qu'on internalise. Et ça, ben voilà, comme je disais tout à l'heure, ça nous déconnecte. Et donc, le but de l'alimentation intuitive aussi, c'est d'enlever un peu plus toutes ces règles
voir ce qui nous va nous en fait et de reprendre du coup cette autonomie par rapport à tous nos signaux, tout ce que le corps en fait nous envoie comme message au quotidien pour prendre soin de lui, mais qu'on ignore en fait. Et du coup, si demain, moi j'ai envie d'adopter une alimentation intuitive, comment je vais adapter mon régime alimentaire? Bah en fait, c'est pas forcément dans les aliments que tu vas manger, mais c'est plutôt de la façon dont tu vas les manger et plutôt de comprendre en fait ton propre comportement alimentaire, tu vois. Si tu as envie de manger plus intuitivement, il va y avoir ce travail de reconnexion au corps, donc avec les signaux, mais pas que. Puisque on sait très bien que, par exemple, si tu es dans les régimes, etc., dans les restrictions, tu vas avoir beaucoup d'obstacles qui sont mentaux. En fait, tu vas avoir beaucoup de pensées liées à ton alimentation qui vont faire en sorte que tu vas pas vraiment t'écouter, ta faim ne va pas être très fiable forcément, etc. Et ça, c'est des choses qu'on va revoir en alimentation intuitive pour que tu aies des bonnes bases, on va dire, sur tout ça et que on voit un peu les piliers de ton alimentation, comment ça se fait en fait que par moment, voilà, tu ne manges pas forcément à ta faim, comment ça se fait que là, des fois, tu dépasses ton rassasiement, etc. C'est vraiment un travail d'anthropologue en fait. Ça. Ouais, mais c'est hyper intéressant, mais je trouve, en fait, je me faisais la réflexion, j'étais en train de penser quand tu me parlais. Ouais. Moi, j'ai une obsession pour les pâtes depuis quelques mois maintenant. Genre, je dis quelques semaines, mais non, c'est quelques mois. Je suis complètement auto-centrée sur les pâtes et en fait, je me dis c'est pas grave, je m'en fiche parce que les pâtes, ça a quand même les sucres lents, ça a quand même des points positifs. Ça fait que je pète le feu, je pète la forme, que je passe un super bon moment. Et en plus, là où je m'en veux pas, c'est que je me fais souvent des pâtes tu vois, avec un petit peu de beurre, mais c'est tout. Ouais. Donc, j'ai pas non plus, c'est pas la grosse sauce avec le fromage qui m'écœure. En fait, mais par contre, je peux en manger vraiment beaucoup. Et pour autant, c'est pas non plus hyper intelligent. Ce serait pas hyper intelligent de ma part de ne manger que ça. Parce que mon corps, il a besoin de plein d'autres choses. Et puis, je le sais, je le sens. Et je me vois aussi que, en fait, quand j'ai un peu reappris à manger pour des raisons personnelles, j'ai été un peu suivie par une nutritionniste et j'ai compris aussi que mon corps adorait les légumes, surtout les fibres, les légumes verts, etc. Et donc, du coup, j'ai quand même... Il y a une partie de j'ai envie de me faire plaisir et je m'en fiche un peu et je mange des pâtes parce que de toute façon je sais que je vais péter le feu, mais il y a quand même un truc de attends, si je fais tout le temps ça, mon cerveau qui est paresseux va me dire je veux manger que des pâtes et je sais qu'il faut quand même que je fasse attention, mais pas pour maigrir, pour lui donner ce dont il a besoin et être en bonne santé et voilà et avoir et être là pour mes petits enfants quoi. En gros. Bien sûr, oui, carrément. Ça en fait ça c'est couvert par le principe 10 qui est la nutrition bienveillante et qui est un des derniers principes d'alimentation intuitive puisque notamment tu vois moi quand je travaille avec des personnes qui sont pas en restriction cognitive donc dans leurs pensées etc ou qui ont eu des régimes etc il va avoir tout un réapprentissage avant de pouvoir vraiment écouter on va dire certains principes nutritionnels sans retomber dans les restrictions parce que c'est un peu le danger en fait tu vois quand on parle des troubles du comportement alimentaire etc ou même de quelqu'un qui est dans les régimes aussi ou les restrictions. C'est souvent des gens qui vont être très rigides par rapport à leur alimentation, à leur façon de penser, etc. Et donc, prendre en compte la nutrition sans repartir des règles rigides, il y a tout un process quand même. Mais bien sûr que la nutrition, c'est, comme tu dis, à juste titre, c'est clair que c'est hyper important aussi, que notre corps, exactement, il a besoin d'envie, il a des envies variées, il a besoin de manger de tout, en fait, de plein de choses, plein de nutriments divers et variés. Et donc, c'est très important de pouvoir lui offrir ça. Et donc forcément là si tu vois que là actuellement t'as l'impression que tu manges beaucoup de pâtes j'ai hâte de voir pourquoi ça te dérange et sur quelle période tu vois. On devrait faire un autre épisode ensemble intitulé être monomaniaque des pâtes. Après ça peut arriver qu'il y a des périodes où on va manger beaucoup de tout le temps la même chose et je pense que ça arrive à plein de gens tu vois on a des périodes aussi où on a la flemme de cuisiner et c'est ok après c'est sûr que si la période dure etc et que tu ressens le besoin de diversifier ton alimentation dans ce cas-là c'est plutôt de dire ok comment je peux faire pour diversifier mon alimentation, comment je peux faire pour justement me remettre un peu le mojo on va dire de cuisiner ce genre de choses, de trouver peut-être des recettes qui mêlent des pâtes et d'autres choses par exemple tu vois et ça c'est tout un travail à voir avec toi-même j'ai envie de dire mais c'est aussi quelque chose moi que je travaille en accompagnement tu vois ce côté de même reprendre goût à cuisiner écouter ses envies et pas que des envies forcément grasses et sucrées comme on peut croire parce que il y a aussi cette limite en alimentation intuitive cette limite ce truc que les gens peuvent
peuvent souvent dire, quand on connaît pas trop, on se dit ah oui mais du coup si je m'écoute je vais manger que des pizzas tous les jours, tu vois. Et en fait tu te dis bah non, parce que le corps à un moment donné, si on l'écoute bien et que lui il a la certitude qu'il a à manger autour de lui, eh bien te dire ok bah en fait là j'ai besoin d'un bon bol de légumes avec d'autres choses, enfin, ou un truc je sais pas, un bol de salade, tu vois, l'été je sais pas, t'as mangé plein de pizzas, t'es à Rome, j'en sais rien, eh bien tu reviens chez toi, en théorie tu vas quand même plutôt avoir envie de choses que t'as pas mangé en fait, voilà. Carrément. Pendant notre entretien au préalable de cet épisode, tu m'as partagé que l'aliment intuitif, ça t'avait aidé, toi, à guérir de certains troubles alimentaires. Est-ce que tu peux nous parler de ce voyage personnel, de ce cheminement, et notamment, je crois que ça a à voir avec un séjour que tu as passé en Angleterre et que t'as eu cette prise de conscience. Ouais. En fait, ce qui est arrivé, donc si je rétropédale un peu dans ma vie, moi, j'ai jamais eu vraiment de problème de poids, on va dire. J'avais un petit mot dans mon carnet de santé, tu vois, à l'occasion, qui disait voilà, parce que niveau courbe, par exemple, quand j'étais petite, j'étais plutôt en haut des courbes, on va dire. T'étais en haut des courbes parce que t'étais pas dans... En fait, mon poids, tu sais, au niveau à ma taille, il était voilà, pour un enfant, j'avais quand même un poids assez élevé entre guillemets. Moi, c'est exactement ça. Ces courbes-là, elles m'ont traumatisée. Ça traumatise parce que toutes mes amies étaient dans le truc pile au milieu et moi, j'étais toujours au-dessus. C'est vraiment, si vous nous écoutez, carnet de santé, arrêtez de faire ça. Ah ouais, non mais c'est clair. Mais oui, mais tu sais, toutes mes clientes ou les filles de mon audience, de ma communauté, souvent ça part de là en fait, ça part d'un message dans le carnet de santé. Et après, tu vois, si on prend au sérieux entre guillemets ce genre de message, ou si tu vois, on a des parents qui tout de suite mettent la sonnette d'alerte en disant non mais c'est pas normal, etc. Ils veulent prendre soin de toi, ils peuvent te mettre dans des régimes très facilement. Moi ça va, c'est que ma mère, elle a fait des régimes pour toute sa vie quasiment. Je sais pas si elle l'a écouté parce qu'elle en a marre que je parle d'elle à chaque fois, mais en même temps, désolée maman, mais voilà, tu m'as inspirée d'une certaine façon. Et puis on se construit aussi comme ça avec nos mamans qu'on aime. Oui, puis tu vois, même mon engagement contre la culture des régimes, c'est aussi pour aider des femmes comme ma mère qui ont vécu vraiment toute leur vie au régime, etc. quoi. Donc, Bien sûr. Voilà. Mais sinon, si je reviens à moi et ce côté-là, donc ma mère m'a pas mise au régime forcément, voilà, parce que je pense qu'elle avait bien conscience des effets, et donc j'ai vécu ma vie sans trop me soucier de mon poids, et puis au final, j'ai grandi en fait, parce que c'est souvent ça en fait, les enfants. Des fois, on leur dit voilà, t'as un poids élevé, donc il faut faire ça. Et au final, l'enfant grandit en fait. Il y a la croissance, etc. Donc souvent, le poids se régule. Et puis de toute manière, il y a aussi des personnes qui ont un poids plus élevé et c'est ok en fait. Mais bon. Mais voilà, moi après, j'ai vécu ma vie comme ça. Avec une mère qui était au régime, donc je la voyais quand même peser ses aliments, pas manger pareil que nous. Bon, ça, mine de rien, peut-être ça m'a impacté. Mais je mettais rien en place, même quand j'étais au lycée, ce genre de choses. Franchement, mon corps était un peu le cadet de mes soucis, et mon alimentation, j'étais vraiment mangeuse intuitive, sans m'en soucier, quoi. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que quand j'étais en études, donc j'ai fait Sciences Po Lille, et j'ai fait un master, j'ai fait un diplôme qui était en Angleterre, une partie était en Angleterre. Et donc, j'ai passé 2 ans dans le Kent, Canterbury, c'était très bien. Mais ce qui m'est arrivé, c'est que quand même, ça me stressait d'être toute seule comme ça à l'étranger, de devoir gérer mes courses, mon alimentation, etc. Et à ce moment-là, j'ai été exposée à des contenus culture des régimes quand même, des contenus sur la nutrition, etc., qui m'ont un peu influencée en fait dans comment je mangeais, et un peu beaucoup dans le sens que j'ai mis des règles en fait par rapport à tout ça, en me disant ok, moi je veux bien manger, vu que là maintenant c'est moi qui fais mes courses, c'est moi qui fais à manger, je suis toute seule, eh bien ça y est, vas-y, je vais manger tous les trucs, le pain complet, le machin, etc. Je vais faire gaffe à mes sucres ajoutés, ce genre de choses. Donc j'ai mis en place ce genre de restrictions en fait, mine de rien, même si je le savais pas trop. Et ce qui m'arrivait, c'est que donc c'était pas pour un but de poids en fait, à la base c'était un petit peu digestion, ventre plat peut-être, mais j'ai si je travaille sur ça, etc. Ce fameux ventre plat qui est si dur à avoir que je n'ai jamais eu d'ailleurs. Ça par contre, tu vois, c'est quand même un truc. Et puis après, quand je vois tout ce qu'on a vu dans les années 90-2000, les ventres plats, Britney Spears et tout, je me dis avec le piercing. Ouais, et voilà, c'est ça, les trucs crop top, tout ça. Tu dis mais ok. Donc je pense que ça m'a influencé quand même, tout ça. Et donc ce gros bougla, ouais voilà, c'est ce que je veux dire. Ce gros truc là, ça fait que voilà, j'ai mis des règles et j'ai perdu très vite du poids, mais un peu trop en fait. Et je voyais que, je voyais pas trop, mais
final, je perdais un peu mes vêtements, ce genre de choses. Et donc, quand je suis revenue en France, ma mère m'a vue, m'a dit « Juliette, c'est pas possible, t'as trop maigri, en fait, il y a un truc qui va pas, etc. » Et donc, elle m'a fait me mettre sur la balance. Moi, je me pesais pas, tu vois. Et je me suis mis sur la balance, et j'ai vu mon poids, et j'ai pleuré, quoi. En fait. Parce que tu pesais combien ? Ah, bah, je n'ose pas le dire pour pas trigger les gens, mais c'était un poids vraiment très bas, enfin, vachement plus bas que mon poids d'habitude, en fait, de poids que j'avais au lycée, etc. Et quand j'ai vu le poids, ça m'a vraiment choquée, en fait, d'en arriver là. Je me sentais trahie par mon propre corps, en me disant, mais punaise, mec, si t'étais sous-nourri, dis-le moi, en fait. Enfin, j'avais pas l'impression de manger fait peu, du mal. mais ouais, voilà, exactement. Donc il y a quand même un process après de pardon si à son corps dans ce genre de truc, parce que on lui en fait vivre des choses mais sans s'en rendre compte. Mais moi, en réalité, les restrictions, quand je le vois avec le recul, c'était vraiment un mécanisme de compensation. On appelle ça en psychologie, en fait, c'est coping mechanism, comme on dit. C'est-à-dire que comme j'étais stressée, comme j'avais l'impression de pas trop contrôler ma vie, en fait, et que j'étais seule, etc. Je pense que j'avais beaucoup d'émotions désagréables qui étaient là, et que ma façon de gérer, c'était de restreindre mon alimentation, ou du moins d'imposer un contrôle, de vouloir manger sainement, etc. Je pense que ça me rassurait, en fait. Même d'avoir mes repas un peu cadrés, etc. Ça me rassurait beaucoup à cette époque. Donc au vu de mon parcours, en fait, de cette prise, de cette perte de poids qui m'a vraiment choquée, je me suis dit, mais punaise, je me suis vraiment influencée. Et si ça arrive à moi, ça peut arriver à d'autres filles, en fait. Et à cette époque-là, je m'intéressais beaucoup au comportement alimentaire. Parce que moi, de base, je suis quelqu'un de curieux. Et même quand des choses m'arrivent à moi, je suis du genre à aller rechercher un peu tout. Et donc, je me suis intéressée beaucoup au comportement alimentaire. J'ai beaucoup recherché tout ce qui était aussi trouble du comportement alimentaire. Parce que je le voyais, en fait, après, une fois qu'on m'avait enlevé un peu mes œillères, je me suis dit, mais c'est vrai que quand même, j'ai l'impression que j'ai des choses qui tiennent de l'anorexie, quoi, dans mon comportement, en fait, ou des choses de l'orthorexie, par exemple, l'obsession de manger sain, en fait. Et de fil en aiguille, comme je me suis intéressée à tout ça, ça m'a permis de déconstruire un peu les règles que j'avais, petit à petit, et notamment, je me suis intéressée à l'alimentation intuitive. Et là, c'était le game changer, parce que l'alimentation intuitive, non seulement c'est le comportement alimentaire, et c'est hyper important, hyper intéressant, mais pas que, puisqu'il y a la dimension culture des régimes, et ça, non seulement en plus je m'éveillais aussi au féminisme en parallèle, tu vois, tout ça, ça a fait caisse de résonance, et ça m'a vraiment aidé à revenir un peu, voilà quoi, comme j'étais. Et c'est là que The Quiche est devenu Reset ton assiette. Ouais, c'est en fait, tu vois, il y a déjà eu là, c'était les petites graines, en fait, de la quiche, tu vois. Parce que comme j'étais en sous-marin, et après, une fois que j'ai vraiment expérimenté l'alimentation intuitive, que je me suis libérée, en fait, de tout ça, c'est là, après, que j'ai senti cette légitimité, entre guillemets, de parler de ce que j'ai vécu, mais aussi d'aider et de creuser, en fait, l'alimentation intuitive dans le sens véhiculer le message, en fait. Tu vois. Est-ce que tu peux nous partager quelques-uns des livres ou des comptes Instagram ou des contenus qui t'ont éveillé d'un point de vue féministe ? Ouais, féministe. Ouais, il y a eu. Je pense que vraiment le point de départ, ça a été le livre Beauté fatale de Mona Chollet. Ça, je vais pas couper. Hein. Non, mais oui. Ouais, Beauté fatale, du coup, de Mona Chollet. Et franchement, ce livre, mais c'était une révélation, en fait. Enfin, vraiment. Est-ce que tu peux nous en parler ? Moi, je l'ai pas lu, je lis très peu. Ok. En fait, dans ce livre, elle décortique cette obsession de la beauté qu'on a dans notre société, notamment en s'appuyant sur les travaux d'autres féministes comme Naomi Wolf, qui a écrit un livre qui s'appelle The Beauty Myth, donc le mythe de la beauté. Et donc, dans ce livre, Mona Chollet, elle revoit un peu tout ça, et elle montre à quel point notre société, donc elle est obsédée par la minceur, obsédée par la beauté des femmes, et à quel point cette obsession, elle va plus loin que ce qu'on croit. C'est-à-dire que c'est pas juste pour faire beau, ou juste, voilà, on aime bien paraître beau, être dans l'esthétisme, voilà, on associe la minceur à la beauté, voilà, c'est comme ça, etc. Non, en fait, elle montre bien à quel point c'est des ressorts de contrôle, en fait, de la population, notamment les femmes. Et elle reprend des phrases de Naomi Wolf dans son livre qui dit que les régimes, au final, c'est une sorte de sédatif pour toute la population féminine. Je sais que c'est assez dur, mais en réalité, c'est genre l'opium du peuple, quoi. Ouais, c'est un peu, voilà, allez, on leur donne ça. Elles vont être obsédées, elles vont être aliénées par tout ça, par cette obsession de la minceur. Elles vont, être très centrées sur elles-mêmes, parce que c'est ce qui arrive, en fait.
quand on est dans les régimes, les restrictions, on pense qu'à nous, mais dans une certaine façon, enfin, je parle pas de narcissisme, mais je parle plutôt du côté que, en fait, ça prend beaucoup de place, tout ça. Les règles alimentaires, notre corps, notre recherche de minceur, elle prend énormément de place. Tellement qu'on a du mal à se lancer dans d'autres projets, on a du mal à voir notre vie autrement, on a du mal à s'estimer autrement. Et ça, mine de rien, ça nous bloque aussi, même dans nos combats, on va dire, féministes, dans nos droits des femmes, etc. Je veux dire, quand on est obsédé par la minceur, quand on est pris dans cette alignation-là, eh bien, c'est très difficile de te dire, ok, je vais m'engager dans des projets, je vais défendre mes droits, je vais m'investir dans d'autres sphères, en fait. On se replie sur nous, d'une certaine façon. Et c'est ça qu'elle démontre aussi dans le livre. Et elle montre bien donc tous ces mécanismes liés à la beauté, à la minceur, qui sont quand même... puis elle parle aussi des effets des régimes, la culture des régimes sur les femmes. Et donc moi, ça m'a fait vraiment tilt, avec notamment l'alimentation intuitive qui part de tout ça, en fait. Ça t'a fait chausser les lunettes du féminisme, en fait, ouais. ce sujet-là. Ouais, c'est ça. Alors, les TCA, on ne les a pas définis, on en a parlé brièvement, mais c'est un spectre. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, donc les TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire. On peut appeler aussi ça troubles des conduites alimentaires, on voit ça aussi comme autre dénomination. Et donc les TCA, les plus connus, c'est l'anorexie, l'hyperphagie, la boulimie. Donc vraiment, donc ça c'est les trois les plus connus, vraiment, que je pense que la plupart des gens ont déjà entendu, peut-être ont déjà lu ce genre de nom. Mais il n'y a pas que ça. En fait, dans les TCA, il y a aussi l'orthorexie, donc c'est obsession de manger sain. La bigorexie, c'est... Attends, anorexie, du coup, on mange pas du tout. Boulimie... Alors, en fait, je dirais pas que c'est pas aussi simple que ça. Ouais, c'est ça. En fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de clichés sur les TCA, notamment ce côté anorexique. C'est quelqu'un qui mange rien, qui vraiment, voilà, se restreint toute la journée, elle mange pas, etc., tout ça. Alors que pas forcément. En fait, l'anorexie, il y a plusieurs... ça serait long à expliquer tous les critères de diagnostic, parce que l'anorexie, l'hyperphagie, la boulimie, ce sont des TCA qui sont dans le DSM-5. Donc c'est le manuel c'est un peu le manuel de santé mentale, quoi, avec toutes les principales maladies, pathologies, etc. Et donc il y a les TCA qui sont classifiés, donc il y a plusieurs critères. C'est comme ça aussi qu'on peut diagnostiquer, mais il y a des limites, encore une fois, à ce genre de truc. L'anorexie, donc il va avoir quand même une restriction alimentaire, mais qui est pas forcément totale, en fait. Ça peut être restriction alimentaire ou même restriction cognitive, il peut avoir les deux en même temps. Il va avoir cette peur de grossir, cette obsession corporelle, en fait. Il peut avoir l'hyperactivité. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont... Mais voilà, donc on appelle ça anorexie mentale. Hein. J'insiste aussi sur le mental, qui est anorexie, qui est perte d'appétit. Donc ça, c'est quand typiquement t'es malade, tu peux être anorexique, entre guillemets, d'une certaine façon, parce que tu as perdu ton appétit. Mais l'anorexie mentale, c'est vraiment une maladie, donc avec plusieurs critères que je viens de citer, mais il n'y a pas que ça, je crois. Ensuite, il y a donc tout ce qui est hyperphagie et boulimie. La différence, ça va être que l'hyperphagie, c'est que tu as des moments où tu vas avoir des moments de compulsion, en fait, où tu vas manger beaucoup. Hein, il y a des critères aussi par rapport à ça. Hein. Ça va être dans le volume, dans la vitesse, dans la fréquence aussi de ces crises, parce que tu peux très bien avoir une crise ou une compulsion de temps en temps, mais qui soit pas forcément une hyperphagie. Et l'hyperphagie, c'est quand vraiment, que c'est récurrent, qu'il y a tout des critères aussi par rapport à ça. Et la boulimie, c'est quand on compense, en fait, par vomissement, par autre chose. Il y a des comportements compensatoires, on appelle ça. Donc ça, c'est les gros TCA qu'on connaît. Mais il n'y a pas que ça, parce que, donc, je disais, donc il y a l'orthorexie, l'obsession de manger sain. Il y a la bigorexie, qui est l'addiction au sport et qui est un trouble du comportement alimentaire. Il va y avoir des anorexies aussi atypiques, où on voit, comme on disait tout à l'heure, ce côté qu'on peut mixer plusieurs. En fait, tu peux être anorexique, boulimique, etc. Même dans l'anorexie, ça se trouve, tu coches pas toutes les cases, mais en fait, t'as un profil quand même anorexique. C'est pour ça que je parle de spectre, parce que c'est difficile de dire, toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça, parce qu'il y a des gens, non seulement ils cochent pas toutes les cases, donc ils se disent, ok, moi, j'ai pas de TCA, alors que si, en fait. Et comme, tu vois, avant les TCA, il y a aussi des stades. Il y a l'alimentation troublée. Donc ça, c'est quand on n'est pas franchement dans les TCA, mais qu'on chemine petit à petit. Moi, je pense que j'étais dans ce stade-là, en fait. C'est pour ça aussi que j'ai pu me retirer assez vite, j'imagine aussi. Il peut y avoir différentes intensités, différents critères, différents comportements, en fait, qui peuvent tomber dans le spectre dans le scope plutôt d'un TCA, et en même temps d'avoir d'autres comportements qui tombent dans le spectre d'un autre TCA. Tu vois, c'est pour ça que je parle de spectre. On parle de spectre, et je trouve que c'est plus clair, et comme ça on peut se dire, si on coche pas toutes les cases, c'est pas qu'on n'a aucune souffrance ou qu'on n'est pas éligible, entre guillemets, ou légitime à aller chercher de l'aide. Il y a une dynamique qui est très forte. On peut parler même de cercle vicieux entre les TCA, l'image du corps. Ouais.
Est-ce que tu peux décrypter un peu ça, ce mécanisme? Parce qu'en fait, déjà, les troubles du comportement alimentaire, souvent, ils démarrent par une insatisfaction corporelle qui est plus conséquente. Parce que, donc là, si j'explique un peu l'image corporelle, comment ça se passe, donc tous, on a un peu de l'insatisfaction corporelle, donc c'est qu'on n'est pas forcément tous satisfaits de notre corps à 100%, mais c'est pas forcément pathologique, parce que voilà, tout le monde, on est un peu, voilà, je pense qu'à n'importe qui, tu dis, ah, toi, est-ce que tu as des complexes? La personne peut répondre oui, ce genre de choses. Par contre, quand on a un TCA notamment, souvent ça part de cette insatisfaction corporelle qui va être une souffrance en fait. En fait, les TCA, la plupart du temps, c'est pour contrôler son corps à la base. Enfin, c'est souvent la porte d'entrée. Je dis pas que c'est la porte d'entrée à tous les TCA. C'est pour ça que voilà, il y a cet impact de la culture des régimes qui nous dit de modifier notre corps, et donc c'est pour ça aussi que on observe une recrudescence des TCA avec la culture des régimes, parce que comme on a cette insatisfaction corporelle poussée à l'extrême, eh bien, on a envie de modifier, et donc on passe par des régimes. Et donc après, on peut développer des TCA. Voilà. Et dans les TCA, notamment, par rapport à notre image corporelle, on a vraiment un défaut de perception, dans le sens qu'on va on va voir notre corps d'une manière très négative, très critique, très dévalorisante. On va avoir donc ce que je disais tout à l'heure avec la dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'on va pas se voir comme on est, on va avoir des complexes, on va avoir des défauts, on va les amplifier, etc. Et ça, voilà, ça nous fait en fait, c'est comme si on avait des biais cognitifs en fait avec les TCA par rapport à notre image corporelle. Et donc, si tu veux, pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu des vases communicants, l'image corporelle et le rapport à l'alimentation, etc. Parce que c'est un peu l'œuf ou la poule aussi, dans le sens que les deux s'alimentent. On peut commencer par l'alimentation et ensuite ça dévie sur notre corps, ou on peut très bien avoir un rapport au corps troublé et ensuite avoir des TCA, tu vois. Donc il y a cette dynamique-là. Et donc, vraiment, quand on est dans les troubles du comportement alimentaire, comme on a vraiment du mal à à voir notre corps comme il est, à être dans la bienveillance, etc., on a tendance à se couper de lui, à le voir comme ennemi, etc. Et donc, on peut aussi même être limite dissocié de notre corps quand on est dans les TCA, tu vois. Complètement. Tu vois, on fait plus équipe, quoi, vraiment. Et donc, ça, on peut l'observer. Tu en parles beaucoup de la connexion avec le corps. Ouais. D'accord, c'est très important. Tu n'es pas d'accord avec l'idée que l'anorexie ne se guérit pas? Moi, c'est une phrase que j'ai souvent entendue, y compris de la part de professionnels de la santé. Pourquoi tu n'es pas d'accord? En fait, je pourrais nuancer, quoi, dans le sens que déjà dire ça, je trouve ça très violent. Moi aussi. Voilà. Bon, ciao, ça se guérit pas, ok, d'accord. Donc déjà, ça, je trouve ça, voilà. Et ensuite, je suis pas tellement d'accord dans le sens que pour moi, l'anorexie, si tu peux guérir, après, la nuance à observer, c'est peut-être que quelqu'un qui a connu l'anorexie, ça va être peut-être un mécanisme préféré, tu vois, dans ses favoris de mécanismes, tu vois, dans le sens que, tu vois, moi, typiquement, moi, ce que j'ai vécu en Angleterre, c'est quelque chose que tu vois, si je remets en place ces comportements-là, pour moi, ça serait une sonnette d'alarme, en fait. Je me dirais, ok, il se passe un truc dans ma vie, tu vois. Et je trouve que l'anorexie, il peut y avoir ce truc-là, c'est que, en fait, une fois que tu as connu l'anorexie, si tu guéris, eh bien, peut-être qu'après, tu vois, ça va être ton mode de fonctionnement préféré, ça va être ton mode de compensation préféré, parce que peut-être que s'il se passe un truc dans ta vie où tu fais une mauvaise passe, ce genre de choses, enfin voilà, il peut arriver plein de choses, eh bien peut-être que ton cerveau, il va être plus enclin à faire en sorte que tu adoptes ce genre de comportement, tu vois. Comme si voilà, ton corps il a un peu pris le pli de ce truc-là, mais c'est pas, mais encore une fois, voilà, c'est pas irréversible, et puis c'est à nuancer, parce que peut-être que tu vas avoir ce pli, mais comme tu le sais, en fait, que tu es sensible par rapport à ça, que tu sais que s'il se passe un truc dans ta vie, tu auras tendance à contrôler ton alimentation, ou je sais pas, d'un coup, tu es dans vraiment une période où tu es très critique par rapport à ton corps, etc., et que tu as deux doigts voilà, ça, vraiment, tu sens que c'est une souffrance et que tu as deux doigts de faire des choses restrictives, de mettre en place des comportements comme ça, et bien, dans ces cas-là, comme tu as le recul, tu peux agir plus tôt, tu vois, sans retomber forcément dans l'anorexie pure. Donc ça, c'est pour ça que je trouve que c'est, tu vois, ça peut être aussi d'autres pathologies mentales. Je pense qu'il y a toujours quand même un stade où si tu as vécu, je sais pas, quelqu'un qui a vécu un burn-out, je pense que la personne là, elle est plus à même de reconnaître les signes et de pas forcément retomber dans un burn-out, tu vois. Et voilà, donc c'est pour ça que j'aime pas trop dire ça, parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est violent, et en même temps je trouve ça pas forcément correct, et c'est à nuancer, quoi. Et on peut s'en sortir, et il faut être aussi être entouré des bonnes personnes, des bons professionnels.
Eh ben, écoute, Juliette, nous voici à la fin de cette première partie, cette première partie de notre épisode. Déjà. Merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé cette discussion très riche, très éclairante. Je suis très contente de pouvoir parler de ce sujet aussi dans le cheminement. Donc, merci beaucoup pour ta franchise. Merci pour ton expertise, de m'avoir appris plein de choses. Et du coup, on vous donne rendez-vous sur Reset ton assiette, le podcast de Juliette. Pour la deuxième partie de cette conversation, on va parler plutôt de notre corps par rapport à l'alimentation et du cheminement vers la guérison, ou en tout cas de comment aller mieux. Finir sur une touche un peu positive. Et ben, à très bientôt du coup. Et j'espère te revoir bientôt ici, Juliette. Ah oui, avec plaisir.